Bon. Bonjour, donc bienvenue à tous à l'intérieur de l'ENSI pour ce premier focus sur la rencontre entre le design et l'humanitaire, qui est une rencontre, comme vous allez le voir, qui a commencé il y a déjà assez longtemps, puisque les premiers épisodes dont on parlera probablement tout à l'heure sont des choses qui datent du 19e siècle et qui se sont continuées au XXe siècle et dont on espère, non, on n'espère pas, on espère qu'il n'y aura plus de problèmes humanitaires dans le futur, mais si c'est le cas, on est là aujourd'hui pour discuter justement de ce que sont ou de peuvent être ces rencontres entre le design et l'humanitaire et voir comment elles peuvent se développer par la suite. Alors, on me demande de vous informer que Didier Lebret, qui devait être avec nous, n'a pas pu venir. Et puis, par ailleurs, on me dit qu'il faut excuser le fait que cette assemblée, enfin, pas exactement cette assemblée, que cette table ronde n'est que des animateurs hommes et que ça serait lié à la crise aux Philippines. Je ne vois pas très bien pourquoi ça serait de cette manière-là, mais bon, on va nous expliquer ça. Très bien, on va commencer en donnant la parole peut-être... alors, commençons par Guillaume. On va commencer par le monde humanitaire. Allons-y. Je t'en prie. On va se présenter peut-être. Ouais. Donc présentez-vous. Peut-être on fait chacun se présente pour commencer et puis ensuite vous intervenez. Donc. D'accord. Alors vous m'entendez? Oui. Ça fonctionne. Appuyez sur le bouton. Oui, ça fonctionne. Il faut se rapprocher du micro. D'accord. Donc je me présente brièvement. Je m'appelle Thibault Lacombe et je travaille pour Action contre la faim, où je suis responsable du développement durable. Fonction créée très récemment et auparavant j'étais référent énergie. Voilà. Pour mémoire, Sylvie Brunel, qui était venue faire une intervention ici, était l'ancienne directrice de Action contre la faim. Ouais. Bonjour à tous, Guillaume Sauvage, je suis un ancien MSF, j'ai fait quelques années de terrain avec Médecins sans frontières, j'ai travaillé également à la centrale logistique, établissement pharmaceutique de MSF Logistique à Mérignac, près de Bordeaux, et puis j'ai ensuite travaillé auprès de la société Nutricet qui développe et produit des solutions nutritionnelles pour le traitement de la malnutrition. Je suis auditeur qualité des industries pharmaceutiques et agroalimentaires. Et donc, j'ai fait la connaissance d'Antoine Choumoff et de Humanitarian Design Bureau au cours de mes travaux avec Nutricet. Vous verrez dans le hall d'exposition des modèles qui ont été développés par Humanitarian Design Bureau afin de donner une seconde vie principalement au conditionnement, qui sont des matériaux que les usagers, les humanitaires achètent, mais n'exploitent pas aujourd'hui. Donc lorsque MSF, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial ou autres achètent les produits, ils achètent et ils acheminent à grands frais également les conditionnements. Et ces conditionnements, une fois arrivés sur le terrain, ne deviennent que pollution et ne sont pas utilisés ou leur utilisation est faite de manière non organisée sur le terrain par les bénéficiaires eux-mêmes qui vont récupérer des cartons pour faire certaines choses, récupérer des emballages. Mais les emballages eux-mêmes ne sont pas conçus pour avoir quelque part une seconde vie, alors qu'on peut tout à fait exploiter ce genre de choses-là qui, encore une fois, sont des choses qui sont, autant que les produits, achetés et acheminés à grands frais, les frais de transport étant de plus en plus importants. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Antoine Choumoff et Humanitarian Design Bureau, afin de réfléchir dans un sens de développement durable, limiter la pollution, et puis essayer d'améliorer l'efficacité de l'action humanitaire sans augmenter le coût des produits qui sont achetés. Voilà, on reviendra, je pense, un petit peu plus en détail sur les différents modèles qui ont été développés par Humanitarian Design Bureau. Voilà, c'est à peu près tout me concernant. Bonjour, je m'appelle Jérôme Hesch, je suis designer industriel formé à l'ENSI Les Ateliers et j'avais, dans le cadre de mon diplôme de fin d'études à l'École nationale supérieure de création industrielle, travaillé avec le SAMU social de Paris et son directeur à l'époque, Xavier Emmanuelli.
mon expérience m'a montré qu'il y avait vraiment besoin de faire rentrer le design dans des domaines de ce type où on avait la sensation que avait été mis de côté beaucoup de choses. Voilà, donc j'y ai vu lors de mon diplôme, il y a à peu près une dizaine d'années, un potentiel d'ouverture pour le monde du design et aussi d'amener finalement la technologie du design vers des domaines qui ne la connaissaient pas. Voilà. Bonsoir, je suis Antoine Choumoff, je suis président de Humanitarian Design Bureau et un de ses fondateurs. Le projet Humanitarian Design Bureau, qui s'avère être aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, la première agence de design consacrée, dédiée spécifiquement au monde humanitaire, est un projet de post-diplôme de l'école dans le cadre du master spécialisé en création et technologie contemporaine. La bizarrerie, si je peux utiliser ce mot-là, de ce projet, c'est que jusque-là, apparemment, les mots design et humanitaire n'allaient pas vraiment ensemble. Et une des problématiques en fait, du projet en lui-même, le projet d'agence, c'est d'arriver à faire sonner ces deux mots-là ensemble. Il paraît étrange d'avoir à démontrer, en passant finalement par la finance, c'est-à-dire à démontrer que l'efficacité sera la réduction de frais, par exemple, pour parler de l'efficacité de produits qui pourraient être ou qui devraient être conçus spécifiquement pour un monde humanitaire. C'est une aventure qui commence, elle date depuis mars 2012, donc c'est vraiment au tout début. Comme la plupart d'entre vous, quand on parle anglais, je pense que vous comprenez qu'Humanitarian Design Bureau n'est autre chose que la traduction d'une agence de design humanitaire. Voilà, bienvenue dans l'aventure avec nous et je pense qu'aujourd'hui on va pouvoir faire avancer le débat, je l'espère. Alors, donc Bernard Kahn, je suis le directeur de cette école. Pour mémoire, j'ai été également médecin et chercheur dans le domaine de la malaria, donc éventuellement ça pourra coupler par rapport à des choses qui sont dites ici. Pour nous, c'est important d'avoir cette présentation aujourd'hui parce qu'une des questions qui est posée au design souvent, c'est finalement, est-ce que le design, ça s'adresse simplement au luxe ou bien est-ce que le design, c'est quelque chose qui est pour faire vendre, donc qui s'adresserait aux produits de grande consommation, ou bien est-ce que le design, c'est pour servir des usages, servir des êtres humains, et donc à ce moment-là, comment doivent être adaptés des produits pour qu'ils répondent à cette préoccupation. Alors, il est intéressant de savoir qu'un des grands designers qui s'appelait Charles Eames pendant la Deuxième Guerre mondiale est très célèbre pour avoir conçu une attelle qui a sauvé énormément de vies de soldats américains pendant la guerre. Et on voit donc là que les liens qui peuvent exister entre le design et puis des usages qui ne sont pas forcément payés par celui qui en bénéficie remontent à assez longtemps. Et donc la question qui est posée au travers des produits destinés à l'humanitaire, c'est en quoi ces produits doivent être spécifiquement dessinés pour l'humanitaire ou en quoi des produits de masse peuvent être adaptés pour l'humanitaire. Et deuxième chose, en quoi le fait que ce soit pour l'humanitaire nécessite une préoccupation dans la solvabilité ou dans la manière d'acheter ces matériaux qui serait différent des produits de grande consommation classiques vendus en magasin. Ouais. Alors, je vous laisse commencer pour que chacun nous dise comment peuvent se célébrer les noces entre l'humanitaire et le design. Voilà. Très bien. Du coup, je vais commencer sans doute par confirmer ce que vous venez de dire sur le fait que design et humanitaire ne vont pas trop ensemble a priori et sont encore, à mon avis, largement perçus comme deux choses qui n'ont rien à voir par les gens qui travaillent dans le domaine de l'humanitaire. Enfin, design, ça évoque plus la poivrière italienne que la station de potabilisation. C'est peut-être réducteur, mais c'est comme ça que c'est vu. Enfin, en tout cas, ça évoque plus l'objet qui a une valeur esthétique supérieure à sa valeur d'usage. Or, dans l'humanitaire, on est typiquement dans un domaine où seul compte la fonction et ce qu'on va en faire, parce qu'on répond à un besoin et à un manque qui est urgent. Donc là-dessus, je vous rejoins complètement. Je pense que
peut-être qu'il aurait mieux valu parler de conception. En tout cas, si par design vous entendez prendre le temps de comprendre les différents besoins auxquels doit répondre un objet et essayer de trouver une solution qui les concilie ou qui tente de répondre le plus efficacement possible à l'ensemble de ces besoins, alors oui, clairement, il y a un besoin de design dans l'humanitaire. Un besoin qui est lié au contexte particulier dans lequel on intervient, en particulier à l'urgence. On a besoin de solutions qui sont déployables très rapidement. Pour reprendre l'exemple des Philippines, qu'à peu près tout le monde a en tête ici, le temps de se mettre en ordre de bataille, de faire décoller un avion et qu'il atterrisse aux Philippines, il s'est déjà passé au moins 2 ou 3 jours. Si derrière, il vous faut encore 3 ou 4 jours pour pouvoir amener le service que vous êtes supposé amener, vous avez perdu, quoi. Donc le premier besoin auquel il faut répondre, c'est l'urgence. Délivrer la fonction très rapidement, avec du personnel qui est peu qualifié ou pas qualifié du tout, et dans des contextes qui peuvent varier très fortement, qu'on ne peut pas maîtriser à l'avance. Un deuxième aspect sur lequel je vais insister à titre personnel, puisque moi je suis responsable développement durable, c'est la durabilité de l'humanitaire. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, parce que souvent l'événement qui génère l'urgence humanitaire est un événement ponctuel ou une crise brève, une famine qui va durer quelques semaines, un séisme qui est pratiquement instantané. Dans le cas de la Syrie, on voit que ça peut commencer à durer longtemps, ça fait 2 ou 3 ans et on n'en voit pas le bout, donc on voit qu'il y a quand même une notion de temps qui arrive. Mais en réalité, derrière cet événement qui est assez bref, la situation humanitaire, elle dure extrêmement longtemps. J'ai plus le chiffre en tête, mais on se rend compte, si on prend la moyenne de durée de vie des camps de réfugiés, que c'est plus de l'ordre de 10 à 20 ans que de quelques années. Donc au moment où vous déployez votre solution dans l'urgence, il vous faut aussi penser que cette solution-là, elle doit survivre à votre propre intervention. L'objet, c'est pas d'amener quelque chose qui ne marchera plus lorsque vous serez reparti au bout de quelques mois. Et elle doit continuer à apporter un service correct sur les 10 ou 15 ans que les gens vont peut-être passer dans le camp de réfugiés que vous êtes en train de construire. Donc ça, c'est pas simple du tout. Et aujourd'hui, c'est pas très bien pris en compte par les acteurs humanitaires et par leurs fournisseurs. Si on tourne la question comme ça, on pourrait se demander plutôt pourquoi il y a si peu de conception spécifique de produits pour l'humanitaire. Généralement, on se contente d'acheter ce qui est disponible sur le marché sans amener particulièrement un cahier des charges, sans demander un travail de conception de la part de nos fournisseurs. Alors qu'on en aurait sans doute les moyens, les organisations humanitaires sont, pour un certain nombre, dont celle pour laquelle je travaille, des très très grosses boîtes. Et il y aurait sans doute un intérêt aussi pour les fournisseurs, dans la mesure où on connaît des contextes qu'ils ne connaissent pas. On peut leur donner accès à des consommateurs auxquels ils n'ont pas accès. Et pour un certain nombre de produits, on voit bien que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les consommateurs pauvres ou consommateurs émergents vont être le relais de croissance des entreprises. Donc il pourrait y avoir un intérêt aussi pour l'entreprise. Voilà. Les quelques questions que je voulais amener, et puis je vais vous laisser réagir et on continuera ensuite. Je vais reprendre en fait un peu les arguments qui ont été développés, parce que ce qui est intéressant, c'est en effet les différentes difficultés qui sont dans ce milieu-là, juste au niveau de l'action. C'est-à-dire qu'en effet, il faut travailler avec des objets ou des produits, il faut les amener, il faut les transporter, il faut déjà les manipuler jusqu'au bénéficiaire. Aujourd'hui, c'est porté par des organisations qui sont de plus en plus portées par des professionnels, mais cette organisation n'a pas vocation en fait à réfléchir sur les produits ou sur leur conception. Elle a vocation à être dans l'action et dans l'intervention.
On parle d'ailleurs, il faut faire attention parce qu'on parle d'humanitaire d'urgence plus spécifiquement maintenant, ce qui n'est pas le seul humanitaire. Parce qu'on reviendra aussi sur cette question plus tard, je pense, mais pour ce qui concerne l'urgence, c'est pas la vocation des ONG, on va dire, ou en tout cas des intervenants, de réfléchir sur leurs produits, puisque eux, leur vocation, c'est vraiment d'intervenir, d'aider l'autre qui est dans une situation d'urgence. Donc, à quel moment la question va se poser de concevoir les choses à l'extérieur, à l'intérieur? À l'extérieur, c'est difficile parce que justement, jusque-là, il n'y a pas d'interlocuteur réellement. C'est où l'entreprise, qui est fournisseur, sur laquelle on va s'appuyer parce qu'elle a un bureau d'études, ce qui est possible. Ça suppose déjà deux choses, c'est qu'on arrive à lui faire remonter une demande qui est déjà la traduction d'un besoin. C'est-à-dire que exprimer un besoin n'est pas suffisant, en général, pour arriver à être un interlocuteur par rapport à un industriel. Ça, c'est déjà un premier problème. Après, l'industriel, il est dans sa réalité à lui. Si la meilleure solution, c'est de faire un objet en métal et que vous êtes producteur de quelque chose en plastique, je doute fort que le bureau d'études de cette entreprise va vous proposer une solution qui sorte du cadre de ce qu'il sait faire. Donc là aussi, il semblerait donc que dans les deux sens, il manque un maillon qui serait et le traducteur d'un besoin en une forme, en tout cas un interlocuteur qui puisse parler et dans la compréhension du besoin et dans la compréhension des contraintes techniques et dans une certaine neutralité finalement. Et d'un autre côté, quelqu'un qui puisse faire un objet justement dans le sens inverse, c'est-à-dire du côté de l'industriel, faire l'objet qui correspond le mieux aux attentes. Ça, c'est une chose. Après, autour de tout ce qui vient d'être dit, il y a toute une histoire de complications. Évidemment, on parle d'urgence. Une chose qu'il faut préciser, c'est qu'un camp de réfugiés monté dans l'urgence reste dans l'urgence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme, et là, je vais utiliser le terme qu'il va falloir utiliser à un moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de financement qui vont assurer une pérennisation, ce qui est normal puisqu'un camp de réfugiés ne peut être que provisoire, c'est-à-dire que toutes les solutions qui seront proposées ne peuvent et ne doivent rester que provisoires. Puisqu'on parle toujours de camp de réfugiés, je vais continuer aussi là-dedans, sur ce sujet. Un camp de réfugiés, c'est aussi une réalité à l'extérieur de son propre territoire. Le mot réfugié n'est pas la même chose qu'un déplacé, et encore, peut-être pour certaines situations, ça se ressemble, mais un réfugié, globalement, c'est quelqu'un qui est sorti de son territoire, de son pays, qui se retrouve dans un autre, qui occupe de fait un territoire qui n'est pas le sien, dans lequel il va vivre et exploiter le terrain. Ça veut dire qu'on commence déjà à avoir des interactions. C'est la complication du camp de réfugiés. Le camp de réfugiés, donc, comme je vous ai dit juste avant, c'est aussi un financement des programmes à court terme, c'est-à-dire qu'année après année, et qu'on soit là depuis 10, 20, et je ne sais jamais exactement le chiffre pour la Palestine, mais c'est 50, c'est ça, on ne fait que des programmes sur un an. C'est-à-dire qu'on est dans l'urgence au bout de 50 ans. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Il faut réfléchir par rapport à certains produits. Est-ce qu'on peut les faire évoluer de façon à ce qu'ils se pérennisent, à ce qu'ils ouvrent à une pérennisation? Et finalement, plutôt que de racheter la même tente tous les ans parce que celle de l'année dernière est abîmée, est-ce qu'on ne peut pas transformer la tente en autre chose, pour faire simple? Donc, en fait, je vais essayer quand même de laisser la parole aux autres. L'idée, c'est que dans tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a un problème de financement, il y a un problème de politique, il y a un problème d'industrie, il y a un problème d'intervention humanitaire pure. Et il faut arriver à fonctionner avec tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, et je ne sais pas comment dire ça, les ONG le font bien. L'idée aujourd'hui, c'est de les aider à faire encore mieux. Et peut-être ne pas refaire les erreurs du passé aussi. Peut-être qu'on peut parler de ça aussi à un moment. C'est-à-dire de trouver une cohésion entre tous ces acteurs. Et on pourra aller jusqu'aux industriels, les transporteurs, tout le monde joue là-dedans. Pour arriver à trouver des solutions qui sont les mieux pour tout le monde et qui répondent vraiment aux attentes et aux besoins de chacun. Je serais tenté de faire une phrase simple: qui mieux que le designer pourrait répondre à tout ça et écouter toutes ces personnes et prendre le temps de le faire? Parce que le monde humanitaire, en tout cas d'urgence, fonctionne dans l'urgence, dans le sens où il y a toujours un endroit où il faut aller vite, se poser quelques secondes, se poser quelques minutes,
pour transmettre ne serait-ce que ses impressions, voire même ses propres idées, à avoir le même temps qu'un bailleur de fonds qui calcule pour l'année prochaine les budgets qu'il va allouer, ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui vont avoir du mal à se rencontrer, ne serait-ce que par leur emploi du temps. Donc c'est peut-être dans cet espace, encore une fois, que le designer a toute sa place. Oui, alors je voudrais compléter et peut-être aider à clarifier un petit peu les questions qui sont posées. La première chose, c'est sur la définition même de l'humanitaire, puisqu'on a de l'humanitaire qui s'adresse aux situations d'urgence, et on voit bien qu'en situation d'urgence, ce n'est pas exactement la même chose d'intervenir en France, et puis d'intervenir dans le cadre d'une inondation ou d'une catastrophe naturelle, et puis d'intervenir au fin fond du Congo ou dans un pays en voie de développement. Donc il y a une première distinction sur cette notion d'urgence et sur le contexte de l'urgence qui va générer des types de réponses particulières. Il y a ensuite un deuxième type d'humanitaire qui n'est pas lié à des situations d'urgence, mais qui est lié au développement en tant que tel. Et là, on est dans d'autres choses, c'est-à-dire comment construire un puits, comment construire un système d'alimentation. Et là, de la même manière, en matière de développement ou de lutte contre la pauvreté, on est dans des contextes différents selon qu'on est dans des pays en voie de développement ou dans des pays développés. Le deuxième point de clarification que je voudrais faire, c'est en lien avec ce qui a été dit par Antoine, c'est finalement la question du donneur d'ordre. Puisque finalement, on a plusieurs donneurs d'ordre potentiels. On a d'abord des ONG. On a ensuite des fondations. On connaît la fondation Bill Gates. Donc la fondation Bill Gates peut être un donneur d'ordre qui s'inscrit dans la durée et qui va passer commande au design de produits spécifiques. On a ensuite des entreprises qui veulent développer des produits spécifiques de la même manière finalement que des entreprises pharmaceutiques développent des vaccins et vendent des vaccins à bas prix dans différents pays. Donc c'est également possible que des entreprises se mettent dans cette danse-là avec une demande spécifique pour des produits designés en fonction des contextes d'usage. Et puis dernier acteur dans cette chaîne, ce sont les organisations internationales, les bailleurs de fonds, qui eux aussi peuvent s'inscrire dans la durée. Donc on peut avoir des programmes de la communauté européenne ou de l'OMS qui vont adresser un cahier des charges spécifique pour développer des produits qui seront ensuite mis en œuvre par des organisations humanitaires. Alors ce que j'aimerais, c'est peut-être qu'on voit pourquoi cet agencement entre 4 types d'acteurs se déroule ou ne se déroule pas, et comment finalement un designer ou comment une agence de design peut s'insérer dans cette logique-là. Alors je vais continuer. Je voulais juste préciser quelque chose d'important. En France, le mot designer, a été traduit par créateur industriel. Moi, mon diplôme, c'est un diplôme de créateur industriel. Donc, il ne faut pas oublier que tout ce dont on parle, c'est-à-dire la quantité de gens, la quantité de produits, la quantité, les tonnages, sont de l'ordre industriel. Mais vraiment, c'est-à-dire que si vous regardez les chiffres de l'humanitaire, on n'est pas dans la fameuse cafetière italienne. En termes de quantité de produits, quoique il y a des best-sellers italiens qui ont été beaucoup produits, mais là on est annuellement dans des quantités assez folles. Voilà. C'est une précision quand même importante que je voulais faire, c'est qu'il ne s'agit pas d'élite et de marché niche. Voilà. Oui, et pour compléter là-dessus, par rapport à une des remarques qui a été faite, l'optique du design aujourd'hui est clairement pas simplement dans la fonction esthétique, mais dans la fonction d'utilité du côté de l'utilisateur. Alors là, il y a plusieurs réponses, et je vais essayer d'être bref. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est pas facile. D'abord, je pense qu'il est important de comprendre que nous avons fixé des limites entre différents intervenants comme s'ils étaient extérieurs, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient tous indépendants. On parle des intervenants humanitaires d'un côté, industriels, bailleurs de fonds. Voilà, donc ils sont tous, et on arrive à tous les placer. Il faut voir que dans le monde humanitaire, dans le sens large, donc
de l'urgence, comme ça a été dit, de l'urgence au développement. Il y a d'ailleurs une étape intermédiaire qui s'appelle la post-crise ou la post-urgence aussi. Il n'y a pas de coordination. C'est un mot peut-être aussi qu'on va utiliser plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'une étape à l'autre de façon organisée. Je vais revenir aussi. Donc il faut toujours essayer d'être un peu en 3, voire en 4 dimensions, parce qu'il faut quand même aussi avoir le temps. Le temps aussi est une donnée importante. Tout ça pour dire que, sans même aller chercher la complication entre faire travailler un industriel et un humanitaire, ce qui peut ne pas être facile, déjà dans l'humanitaire, il y a des choses qui ne se font pas automatiquement comme ça semblerait facile, logique. Et c'est vrai que le passage de l'humanitaire d'urgence, qui est donc vraiment l'humanitaire des premiers soins, à l'humanitaire de la première organisation, on va dire, avant la reconstruction, avant donc le développement, c'est des organisations, des financements, des politiques différentes. Et nous, comme l'a présenté Guillaume tout à l'heure, l'idée par exemple qu'un produit reste, qu'il soit emballage ou non, mais qu'il reste après la première intervention, c'est-à-dire qu'on se dépêche, comme on a parlé de ça tout à l'heure par rapport aux Philippines, c'est-à-dire qu'on se dépêche d'arriver, voilà, on a soigné les gens, et après en fait on laisse ces choses-là, qu'est-ce que ça devient ? Comment ça s'intègre dans une nouvelle vie des personnes, des bénéficiaires. Voilà, ça c'est des choses aussi, c'est-à-dire que sans même aller jusqu'à se poser la question quelle est la relation entre un industriel et l'humanitaire, déjà entre les humanitaires, c'est pas fluide, je dirais. Donc dans ce monde-là, le design peut apporter beaucoup de choses, et d'ailleurs nous dans notre démarche et dans notre réflexion, on pousse aujourd'hui à coordonner 3 types de design en même temps, puisqu'aujourd'hui le design a pas mal de directions et fort intéressantes. Évidemment, le développement de produits, et là, je reviens sur ce que vient de dire Jérôme, évidemment, nous sommes des designers industriels, humanitaires, au moins au service de l'humanitaire, dans ce sens-là où nous faisons des choses qui doivent se répéter, et qui doivent être le plus répétitives possible, sans être définitivement standardisé, parce qu'évidemment, il y a des spécificités partout. Du coup, j'ai oublié où est-ce que je voulais vous emmener, mais... il y a les produits, il y a les services, il y a les applications. C'est exactement. L'idée, c'est donc le premier développement, c'est évidemment le développement des produits eux-mêmes. Il n'est pas possible de laisser ça tout seul, c'est-à-dire qu'au vu du nombre, et ça, comme vient de le dire Bernard, au vu du nombre d'interlocuteurs qui sont tous parties prenantes et donc qui sont tous des petits bouts de clients et tous des partenaires, il faut donc gérer tout ça. C'est-à-dire que nous, dans un rôle, dans une place de designer qui fonctionnerait avec un industriel classique qui vous demande une nouvelle cafetière, encore le producteur italien, et pour laquelle on lui dessine ça, on lui fait un dessin, il est d'accord, pas d'accord, ça lui plaît, il va être jugé par le marché, c'est-à-dire son distributeur et son client final. Dans la situation d'un design au service de l'humanitaire, il est évidemment difficile d'inonder le marché, attendre que ça revienne, éventuellement profiter d'une plastique avantageuse d'une jeune fille pour que ça soit mieux vendu. Donc on n'est pas du tout dans ce monde-là. Il faut que d'entrée on avance en confiance. D'entrée, on doit avancer avec un cahier des charges extrêmement précis, connaître toutes les contraintes. Et donc là, il y a un deuxième design, en tout cas moi je l'appelle encore du design, c'est-à-dire tout ce qui entoure la gestion de projet, et dans lequel je mets un troisième design, qui est la force, je dirais, de frappe de la gestion, c'est le design collaboratif. C'est-à-dire de mettre en condition toutes ces personnes, et c'est pas la peine d'aller, une fois de plus j'insiste, d'aller confronter obligatoirement le designer, l'industriel et l'humanitaire, puisque c'est déjà, mettez-les tous les trois dans une pièce, ça peut déjà être intéressant. Mais
de faire fonctionner déjà 2 humanitaires de 2, je dirais presque de 2 services différents dans la même ONG. José est juste en face de moi, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est pas toujours facile entre 2 humanitaires. Pour faire une image simple, il y a donc plusieurs métiers dans l'humanitaire. Il y a l'opérationnel, l'homme de terrain. Il y a le logisticien qui soit sur le terrain, soit à Paris, qui va s'occuper donc de tout ce qui est logistique, c'est-à-dire les achats et le transport et tout ce qui est acheminement des produits. Et après, il y a tout le rapport entre l'acheteur et l'industriel. Donc, faire remonter le besoin du bénéficiaire du terrain jusqu'à l'industriel, ça veut dire 4 traductions pour arriver jusqu'à l'industriel, des milliers de kilomètres, je ne sais quel temps, et donc le designer doit être là aussi. C'est-à-dire qu'il doit être encore une fois, ce maillon, cette communication entre un besoin et un industriel éventuel, ou plusieurs d'ailleurs. Alors la question qui est posée finalement, c'est le designer, mais au service de qui? Le designer au service des utilisateurs dans les ONG, qui vont être prescripteurs, qui vont aller sur le terrain en situation d'urgence, ou bien le designer au service de la population qui doit être servie sur place, et à ce moment-là, avec une médiation par l'ONG ou celui qui va intervenir sur le terrain. Finalement, une des questions qui est posée au designer, c'est comment est-ce que je peux comprendre les usages, comment est-ce que je peux précéder les usages, alors même qu'ils ne sont pas là, alors que je ne suis pas présent sur le terrain, puisque la situation d'urgence, par définition, je ne la vis pas, et que parfois, elle se passe à l'autre bout du monde. Je vais juste rajouter un mot, c'est que c'est pas que ça ne se joue pas uniquement là. En fait, il faut voir qu'il y a derrière aussi une politique, c'est-à-dire qu'il y a des bailleurs de fonds qui ont une politique, qui sont le bras armé d'une politique d'un pays, qui est aussi là, parce que sans les finances, on n'est pas là. En fait, les designers sont quand même, c'est leur boulot, ils sont rémunérés pour ça. Donc, il faut aussi jouer avec eux. Et on peut jouer, et comme ça, on peut mettre à peu près une dizaine d'acteurs en fait dans la chaîne avec qui il faut compter, parce que sans eux, en fait, la chose n'existe pas. J'utilise une image que la plupart des gens qui me connaissent ont déjà entendue, c'est-à-dire que si vous avez sur votre parcours, vous avez une rivière qui fait 3 mètres et que vous avez besoin de la traverser et que le passeur, il n'aime pas le rouge, si le produit est rouge, il ne passera pas. Et malgré tout ce que vous avez fait avant et tout ce que vous aurez prévu après. Donc il faut que lui soit dans la chaîne pour savoir qu'il n'aime pas le rouge. Voilà, c'est à peu près ça qu'il faut avoir. Et c'est vrai que la chaîne est assez longue et assez complexe, diversifiée, comment répondre aux attentes de tout le monde. Donc voilà, c'était juste pour préciser qu'il y a beaucoup plus que 2 partenaires dans l'affaire. Oui. C'est vrai que l'a priori qu'on a du mot design en France le met faussement en antagonie avec humanitaire. Les humanitaires, c'est opérationnel. Les enjeux sont financiers, soit parce que effectivement, plus on dépense, plus il faut aussi atteindre de bénéficiaires et avoir une efficacité sur le terrain. Mais les enjeux des humanitaires, c'est la mortalité, la morbidité. Quand une opération n'est pas fructueuse, on aura sauvé moins de vies, et puis on aura aidé moins de personnes que prévu. Le tout, effectivement, dans un cadre financier défini. La traduction de création industrielle, effectivement, va beaucoup mieux parce que les humanitaires ont des acheteurs, des technico-acheteurs qui vont essayer de customiser, de développer certains produits en partenariat avec leurs fournisseurs, sans y mettre la notion de design, qui pour moi, à mon avis, est complémentaire à l'ingénierie elle-même des produits. Et donc, il va y avoir un certain manque d'efficacité sur le travail qui est fait sur les produits eux-mêmes. De surcroît, dans l'humanitaire, il y a un gros problème de communication, comme dans beaucoup de choses. Les difficultés majeures dans bien des secteurs viennent de la communication. Les organismes humanitaires communiquent peu ou prou entre eux. Les centrales d'achat des humanitaires, c'en est de même. Moi qui ai travaillé à MSF Logistique, j'ai eu extrêmement peu de contact avec la Supply Division de Copenhague de l'UNICEF.
parce que chacun travaille de manière un peu cloisonnée. Il en est de même pour l'urgence, la post-urgence, le développement. Les produits qui sont conçus pour l'urgence n'ont pas vocation à avoir une utilisation, quelle qu'elle soit, dans un contexte de plus longue durée. Et donc, là-dessus, la fonction du design a un intérêt réel, dans le sens où les humanitaires connaissent bien évidemment leurs problématiques, leurs besoins, mais ne connaissent pas forcément les limites et les difficultés des industriels qui sont en face d'eux. Quand on demande à une industrie plastique de développer certains matériaux avec des propriétés spécifiques, un acheteur, un technico-acheteur humanitaire ne va pas connaître le process de transformation exact du fabricant qu'il a en face de lui, de son fournisseur. Le designer, lui, peut pousser dans cette voie-là, connaître mieux les limites physiques et techniques des industriels eux-mêmes, afin de pouvoir proposer des solutions qui soient opérationnelles pour les humanitaires, qui soient réalisables pour les industriels, et le tout dans un cadre financier raisonnable. Parce qu'après, tout est faisable, mais pas à n'importe quel coût non plus. Donc, la communication du designer entre le fournisseur industriel et l'humanitaire utilisateur en direct avec les bénéficiaires des produits qu'il achète, le designer a un rôle réel. On parle énormément aujourd'hui dans l'humanitaire de standardisation, mais on parle aussi de customisation de produits standards. On parle de développement durable, durabilité des produits, qui sont autant de sujets qui collent directement au design, parce qu'on peut customiser un produit standard, on peut standardiser des produits au sein de différentes organisations. À l'EDEX, le salon humanitaire de Bruxelles, il y a 15 jours de ça, j'ai rencontré un acheteur de Médecins du Monde, pour ne pas les citer, qui me disait, voilà, on a un problème, nos lits picots pour les centres de traitement du choléra sont trop bas. Nos personnels médicaux se cassent le dos en aidant les patients, en les retournant, etc., en les manipulant. Ils se cassent le dos. Les lits sont trop bas, donc il faudra avoir des pieds plus longs. Et en plus de ça, ce sont des lits qui se plient de cette façon-là, et tout le monde se coince les doigts dedans. Mais quand il est allé voir son fournisseur, qui est quasiment en situation de monopole, malheureusement, le fournisseur lui a dit, écoutez, moi je veux bien vous faire des pieds plus longs, et puis réfléchir au système au système du lit lui-même pour éviter que les gens ne se pincent les doigts dedans. Mais si je vous fais ça, il va falloir m'en commander je ne sais combien de dizaines de milliers d'unités par an. Ce que MDM ne pouvait pas commander en termes de volume annuel. Donc, thésauriser les besoins des humanitaires, c'est une chose qui peut tout à fait être réalisée par Humanitarian Design Bureau, afin de permettre à MDM, mais aussi aux autres, d'avoir son lit un peu plus haut, parce que de toute façon, les patients sont les mêmes, les pathologies sont les mêmes, qu'on parle du choléra, de la tuberculose, de la malaria, du HIV, etc. Les patients sont les mêmes, les pathologies sont les mêmes, les produits qui sont utilisés sont les mêmes, les pays dans lesquels les interventions sont faites sont les mêmes, seuls les organismes divergent. Et alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un rôle pour des fondations, justement, qui viendraient jouer ce rôle d'intermédiaire pour susciter l'amélioration de produits ou l'adaptation de produits et qui se placerait d'une certaine manière en surplomb ou en complément aux designers et aux ONG ? Est-ce qu'il y a des fondations comme ça qu'on peut repérer qui joueraient ce rôle-là et qui auraient eu un rôle de prescripteur dans le domaine du design ? Alors qu'ils vous entendent. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble. Je pense que si, évidemment, un établissement comme l'ENSI pouvait attirer l'attention sur ça, ça serait peut-être plus simple. Je pense que la réponse est un peu dans ce qu'on a dit jusque-là. Il n'y a pas eu jusque-là de place pour le design. En fait, il est vrai qu'en France, et en français, le mot design ne nous aide pas. Le mot design est compris quand même différemment dans la plupart des pays du monde. Il y a de la notion de conception dedans. Mais il est vrai aussi que dans l'idée, mais c'est presque logique, c'est-à-dire de l'idée d'aller aider quelqu'un, de passer par un intermédiaire supplémentaire qui serait un designer, bon après, entre parenthèses, qui en général fait des choses futiles, je ferme la parenthèse, ce n'est pas facile.
Donc si on reprend toute cette chaîne, alors du bénéficiaire jusqu'au bailleur de fonds, qu'on va mettre un peu au début, puisque c'est lui qui va donner l'impulsion financière en fait, d'un programme, on a les mêmes difficultés. C'est-à-dire que le bailleur de fonds, il veut aussi des résultats. Qu'est-ce que c'est qu'un résultat d'un bailleur de fonds? C'est aussi pas facile à déterminer. C'est quoi? C'est d'avoir une belle photo quelque part, c'est d'avoir plus de personnes sauvées, c'est d'avoir une efficacité. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose de complexe, et de là à lui donner l'idée, l'impulsion que sa mission pourrait passer par le design, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. En fait, une de nos activités, et aujourd'hui, hormis le fait que nous nous sommes beaucoup occupés de cette exposition, d'organiser de cet événement, c'est de communiquer. C'est-à-dire, j'aurais presque pu ajouter un 4e design à notre design, c'est-à-dire vraiment le design de formation, puisque on doit véhiculer cette image et faire comprendre j'ai que des superlatifs, donc je vais essayer de trouver des choses plus calmes, les bonnes idées que nous pourrions amener à ce milieu. Et c'est pas facile parce que c'est juste un milieu qui n'a pas idée de ce que c'est, en fait. Et c'est étonnant. Je crois que pour ceux qui sont designers, je dirais juste une chose, c'est que ne pensez pas que les autres savent, ceux qui ne sont pas passés par 5 ans de l'ENSI, peuvent comprendre ce que vous, designers, vous pouvez apporter. Et n'oubliez pas ça, dans le sens où quand vous parlez aux autres et que vous utilisez juste le mot design, pour la plupart des gens, en fait, il n'y a rien derrière. Si ce n'est éventuellement une table basse rose avec des pois verts et qui gêne dans le salon. Donc attention. Et c'est vrai que nous, on est confrontés à ça, pas avec tout le monde, il ne faut pas non plus que je sois dans la caricature totale, mais quand même. Alors, je voulais juste reprendre, pour aller au-delà de ça, les exemples qu'a donné Guillaume sont très, très concrets. C'est-à-dire que quand il nous parle d'un lit pliable pour le traitement du choléra, on est dans beaucoup de domaines mélangés. On est dans un domaine médical, donc avec les gestes du médical. On est dans un domaine d'un mobilier de camping, donc avec les gestes d'un mobilier de camping. On s'est tous pincé les doigts avec des objets de camping pliables. Alors voilà, je voulais en arriver là. C'est pour ça que souvent il y a des détournements de produits militaires ou des réintégrations de produits militaires dans le domaine de l'humanitaire. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est surtout toute une série de gestes qui sont induits par ces objets et par la pratique de la médecine sur le terrain, mais aussi la pratique d'ouvrir un lit. C'est quoi ce geste? Enfin, comment on fait ce geste? Le fait de se casser le dos, c'est aussi un geste. Je crois qu'il y a aussi une vraie question sur le geste répétitif industriel qu'il y a derrière les objets, qu'on oublie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une industrie de gens, de médecins, de travailleurs sociaux qui, eux aussi, sont pour moi aussi les bénéficiaires quand on travaille là-dessus. C'est-à-dire aider le travailleur qui permet de régler les problèmes à travers une série d'outils, là on commence à être bon. C'est-à-dire que ce n'est pas un monde d'objets, c'est un monde de gens qui font des gestes. Donc pour moi, c'est fondamental. Et alors, qui va être le donneur d'ordre? Qui va être le prescripteur de l'intervention du designer pour qu'à un moment se crée un mécanisme de financement qui va permettre de mettre au point le lit qui permettra aux humanitaires de travailler dans de meilleures conditions? Est-ce que c'est une fondation qui doit jouer ce rôle-là? Est-ce que c'est une agence publique qui doit jouer ce rôle-là? Est-ce que c'est un mécène industriel? Selon moi, ça peut se jouer dans toutes les versions possibles. Mais ça ne se fait pas. Alors, aujourd'hui, non. Je répondrais, alors vous allez dire, je parle toujours de moi, mais je répondrais que, en fait, c'est Humanitarian Design Bureau. En tout cas, c'est l'agence de design humanitaire qui doit aller plus loin que la question de la conception. En fait, la gestion de projet, elle passe aussi par là. À partir du moment où on se place dans le design industriel, on se place entre plusieurs mondes aussi. C'est-à-dire que ce que nous allons développer, ce que nous développons, se place entre des questions humanitaires, mais aussi des questions industrielles, des questions d'innovation.
Donc on peut imaginer même rassembler des financements de provenance totalement diverses et entre guillemets incompatibles. Le mot est un peu choquant, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas liés a priori. Donc on peut très bien aller au Centre français d'innovation, Centre francilien d'innovation pour un projet, et en même temps voir avec l'Agence française du développement comment accompagner le projet à travers une ONG. Donc je crois que même là, il faut faire un peu de design, on va utiliser plutôt le mot conception, même là, il faut aller concevoir une nouvelle démarche. C'est-à-dire que l'idée de Humanitarian Design Bureau, c'est d'être justement cette plateforme où on peut essayer de réunir tous ces gens. Je pense que ce que vient de dire Jérôme est assez significatif, c'est-à-dire que c'est en effet les gestes. On a parlé de qui est le prescripteur, qui est le client, est-ce que c'est celui qui paye, est-ce que c'est celui qui utilise? C'est extrêmement complexe. Le mot de bénéficiaire, évidemment, on pense tout de suite à la dernière personne, c'est-à-dire à celle qui va, si d'ailleurs c'est un objet qui est distribué, parce que l'objet, le produit, peut être un produit de l'action et pas le produit distribué aussi. C'est-à-dire que le monde humanitaire est quand même extrêmement vaste. En fait, pour être simple, d'ailleurs, le monde humanitaire est un monde entier. C'est-à-dire qu'il y a tous les produits, il y a toutes les difficultés. Le bénéficiaire est un être humain comme les autres et donc il a exactement les mêmes besoins. En général, je dis, sauf la Ferrari, a priori, il n'en a pas besoin. Donc, une fois de plus, on élimine la cafetière italienne. Mais tout ça pour dire que, évidemment, tout le monde est bénéficiaire. Il faut donc absolument tenir compte de tout le monde. Pourquoi j'ai parlé tout à l'heure très brièvement, j'ai dit que dans les acteurs, il y a le transporteur. C'est que si on ne sait pas comment l'objet est manipulé, si on ne comprend pas comment il est rentré dans le container, comment il va être sorti, comment il va être distribué, lui aussi, est-ce qu'il ne serait pas un bénéficiaire quelque part du travail du designer? C'est-à-dire qu'il faut aussi intégrer ça. Maintenant, et ça se passe, on l'a vécu avec un produit qui est d'ailleurs ici, quand on en arrive là, on arrive à une situation, parlons, je dirais, un peu d'argent, quand on dit à une organisation, et pour le coup, je ne la nommerai pas, à qui on dit qu'on va faire un produit pour lequel va intervenir l'opérationnel parce qu'on a besoin de connaître la situation du terrain, qui est d'ailleurs notre parole du bénéficiaire, c'est-à-dire que c'est l'opérationnel qui va nous traduire ce que lui pense être utile pour le bénéficiaire, a déjà à vérifier s'il a la bonne traduction et si nous, on entend bien ce qu'il dit. Passons. Il est d'un côté. D'un autre côté, il y a toute la chaîne de la logistique jusqu'à l'achat. Et après, il y a un troisième, on va dire, pour faire simple, un troisième département qui est le financement, qui est donc tout le projet de stratégique en fait, du développement de l'organisation. Ces trois directions ont chacune intérêt à ce que nous, on trouve quelque chose entre guillemets, de meilleur, qui va améliorer le travail de l'opérationnel, réduire le coût des achats, améliorer la stratégie globale de l'ONG. La question, c'est qui paye dans la même ONG? C'est-à-dire que la question, elle est née là, on en est même à faire du design de financement dans une seule ONG. Alors de là, aller chercher qui va payer de l'extérieur, il faut nous aussi qu'on travaille là-dessus. Donc on voit là émerger une autre figure qui est celle du designer entrepreneur, c'est-à-dire que le designer, ça serait celui qui non seulement devrait comprendre ou précéder les usages, ça serait celui qui devrait intéresser les acteurs par rapport au projet qu'il envisage, ça serait celui qui devrait concevoir le produit et ça serait celui qui devrait mettre en place la chaîne de production et de distribution. Donc on se retrouve avec des designers qui vont devoir associer ces différents rôles ou ces différentes parties prenantes autour de la table pour parfois des produits, parfois des services, parfois des applications numériques qui peuvent changer la donne dans une situation X ou Y. Comment le pauvre designer va-t-il se sortir de cette situation? Oui, excusez-moi, j'aimerais aller encore un petit peu plus loin dans la complexification de la problématique et reprendre l'exemple qui est exposé dans l'entrée. Donc il s'agit d'emballage de produits Nutri-7. Dans ce cas-là, à l'origine, la question ne se pose même pas en termes d'utilisateur. Il n'y a pas de sujet à la question. On a un déchet et comment on fait pour gérer ce déchet-là.
Donc la réponse, en l'occurrence, a été d'essayer de créer un usage à ce déchet. Elle aurait pu être autre, comme réduction, par exemple, du volume de carton ou une conception différente du produit qui permettrait de se passer de l'emballage, enfin, que sais-je. Donc, il n'y a même pas nécessairement un utilisateur final dans cette problématique-là. Voilà. Et la question ne se pose pas qu'au niveau de l'intervention humanitaire, elle se pose à tous les niveaux, comme le disait Antoine, y compris le transport, y compris la gestion de la fin de vie. Et quand on parle, par exemple, d'impact environnemental, comme c'est le cas pour l'emballage Nutri-7, donc on se pose la question de l'impact environnemental, et dans ce cas, il serait pertinent aussi de se poser la question des phases amont, de la production du produit, de l'extraction des ressources, etc. Ce que Antoine pointe et que vous pointez également, c'est le fait que finalement, l'utilisateur n'est pas forcément le bailleur de fonds, n'est pas forcément le payeur à l'étape de la conception. L'utilisateur final du produit l'utilisateur final du produit n'est pas forcément le bénéficiaire de l'effort de conception. En l'occurrence, sur l'emballage de Plum Peanut, le bénéficiaire de l'effort de conception est l'environnement, qui paye très mal généralement. Oui, ce qui revient quand même aussi à l'être humain à un moment, tout de même, à priori aujourd'hui, c'est ce qu'on a déterminé. Juste, je voulais revenir à ce qu'a dit au tout début Guillaume par rapport à la notion de design spécifique, de produit spécifique. Quand on fait la liste de ce dont on a besoin dans un camp, finalement, c'est des produits, c'est ce que disait Antoine, c'est des produits, c'est les mêmes produits que tout le monde, c'est des couvertures, c'est des gants de toilette, c'est du savon, c'est de la lessive, c'est des objets que tout le monde utilise tous les jours. Forcément, l'humanitaire arrive avec ces produits pour des raisons au tout début qui sont et sanitaires et médicales, mais qui engendrent des désastres et sanitaires et des fois médicales. C'est-à-dire que des fois, le même produit va générer un autre désastre qui est finalement répercuté sur le bénéficiaire, qui est censé être le bénéficiaire. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas intégrer dans la chaîne, ça c'est une idée de designer, hein, mais est-ce que c'est pas intéressant d'intégrer dans la chaîne celui qui est censé être aidé par le produit, que ce soit à un moment à sa transformation, c'est un peu le projet que propose Antoine, c'est un peu ce qu'avaient fait aussi les architectes de l'urgence, c'est-à-dire jusqu'à quel point on peut arriver avec une forme d'ingérence avec des produits sans en calculer leur impact social et environnemental et finalement économique. C'est-à-dire qu'on arrive... faut qu'on fasse très attention quand on fait du design humanitaire de ne pas oublier qu'on suit des médecins avec une déontologie, qu'on suit des gens qui ne viennent pas en colon. Mais est-ce que c'est différent pour le design non humanitaire, finalement? Est-ce que c'est différent de travailler pour des médecins dans l'humanitaire par rapport au fait de travailler pour des médecins dans le non humanitaire? Et puis, je me tourne vers ma droite. Là, dans l'entreprise NutraSuite, comment est-ce qu'à un moment, on en vient à se dire, eh bien, on va faire un produit pour la malnutrition, et comment est-ce que dans ce produit-là, on intègre éventuellement le design dans la conception ou dans la fabrication? Je voudrais juste ajouter une toute petite chose. Il faut bien, je ne sais pas comment dire ça, mais dans la chaîne, en fait, il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier. Je pense qu'il y a une image très simple, c'est que quand on prend un produit from the shelf, c'est-à-dire du rayon tel qu'il existe, c'est un produit qui a à peu près 9 chances sur 10 d'avoir été développé pour un monde occidental. Pardon, pour un monde développé. Je voulais éviter de me répéter, mais du coup, on en revient à ça. Pour un monde développé. Nous allons avoir sur ce produit un joli logo vert avec des petites flèches qui va nous indiquer que c'est recyclable. On découvre tous les ans dans notre superbe monde de recyclable qu'en fait, il n'y a pas le bon filtre et qu'en fait, c'est peut-être pas si recyclable que ça.
Restons là, et en supposant d'ailleurs que ce petit logo veut dire ça, parce qu'en plus, il ne veut pas dire ça. Mais bon, restons-en là. Sans aller dans la pauvreté extrême, les conditions extrêmes, prenons un pays développé, le Japon. Prenons un petit tsunami, prenons juste, il n'y a plus d'infrastructure. C'est quoi le recyclage sans infrastructure? On a beau avoir le logo, bah, de toute façon, on ne peut rien faire. Donc, voilà, je crois qu'il faut avoir en tête ça. C'est-à-dire que, quand même, c'est un tout petit bout de réponse par rapport à la question de Bernard, mais on est dans un système qui doit fonctionner totalement différemment. C'est l'opportunité, en fait, de faire des choses totalement différemment. Parce que c'est une des contraintes. C'est-à-dire que si on fait un cahier des charges, la première presque contrainte, c'est on ne peut absolument pas utiliser un produit qui n'est pas, je laisse la première syllabe libre, dégradable, d'une façon ou d'une autre. Parce que de toute façon, on sait que tout ce qu'on amène, c'est un déchet qui n'a aucune raison de disparaître. C'est déjà une question intéressante. En la matière, pour répondre à votre question, Nutri7 n'est pas une industrie qui est vraiment représentative des industries en règle générale, parce que c'est une société qui travaille exclusivement pour des clients qui sont humanitaires. Alors, donc, elle développe ses produits spécifiquement pour les besoins exprimés par les bénéficiaires et par les nutritionnistes humanitaires, etc. Donc, c'est une société qui est quand même très à part du monde industriel en règle générale, puisque le reste des produits, que ce soit les voitures, les Land Cruiser qui vont sur le terrain, le plastic sheeting, les fameux rouleaux de bâches qui sont utilisés pour faire justement des camps et tout un tas de constructions en temporaire, tous ces produits-là viennent d'industries qui, elles, vendent principalement à des clients lambda qui ne sont pas du tout humanitaires. Et donc, ces industries-là ne vont pas développer de capacité en R&D ou en design ou autre afin d'adapter leurs produits aux humanitaires. Déjà, les besoins des humanitaires, elles ne les connaissent pas. Secondo, pour dire les choses un peu crûment, elles s'en foutent un petit peu. Et puis, les humanitaires eux-mêmes, comme je le disais tout à l'heure, ont des compétences. Évidemment, ils connaissent les contraintes de leur contexte de travail. Donc, ils ont des compétences pour faire évoluer ces produits en contact avec leurs fournisseurs, mais dans une certaine limite. Donc, l'interface que fait le designer dans ce sens-là peut permettre d'améliorer les produits afin de réduire leur coût de transport, d'améliorer de faciliter leur stockage, d'améliorer les conditions de travail des humanitaires, comme on parlait tout à l'heure des lits pour le traitement du choléra, et puis d'optimiser en règle générale l'efficacité des produits. Donc, je rajouterais juste une chose dans cette liste-là, c'est que l'objet, et je pense que c'est là où le designer a sa place, je ne sais pas pourquoi la phrase qu'il me disait, c'est l'objet parle. C'est-à-dire que l'objet, on parlait tout à l'heure du fait que c'était d'abord une fonction dans le monde humanitaire, mais en fait l'objet, il a aussi une valeur de relation avec la personne qui l'utilise, la personne qui la donne. Il y a toute une psychologie, si je peux me permettre de ce terme-là, autour de l'objet. Et ça, dans même notre imaginaire à tous, je pense, on n'imagine pas ça pour l'objet destiné au monde humanitaire. Et il faut savoir que si on fait un sondage, il y a des gens, par exemple, qui pensent que tous les produits du monde humanitaire sont donnés par les entreprises, par exemple. Donc, elles sont, entre guillemets, imposées, puisque à cheval donné, on ne regarde pas les dents. Donc, il y a beaucoup d'idées comme ça. Et c'est vrai qu'une des idées du monde humanitaire lui-même, que c'est la fonction d'abord, on en oublie aussi que par l'objet se passe beaucoup de choses. Le respect de soi pour les personnes qui l'utilisent, par exemple, mais aussi le plaisir de donner pour la personne qui participe, et ainsi de suite. Il y a tout un code autour du produit, et je pense que c'est là aussi où le designer doit apparaître. Il n'y a pas que de la fonction. Lors de mon diplôme, il ne s'agissait pas d'un humanitaire tiers-mondiste, mais d'un humanitaire quart-mondiste. Ça se passait boulevard Richard Lenoir. Il y avait une question sur les objets que j'avais dessinés. On m'a dit, j'ai entendu, et j'ai trouvé que la question finalement n'était pas mauvaise. Vos objets ressemblent à des objets de luxe.
parce qu'ils avaient été présentés sur un fond blanc, un dégradé noir. C'était des objets faits en non tissé, hein, très très simple. Et j'avais dit, attention, il ne faut pas produire des objets, des sous-objets pour des sous-genres. Il faut pouvoir produire des vrais objets qui ont leur fonction et qui ont une valeur du dessin de l'objet, de la fonction du dessin. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais ce qu'il faut voir, c'est que le produit ne peut pas être siglé humanitaire. Attention. Donc ça veut dire spécifique pour des questions techniques et gestuelles, mais finalement un peu de la Ferrari, entre guillemets, dans l'objet, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'un peu de sémantique, un peu de qu'est-ce que dit l'objet, qu'est-ce que la société qui le donne, la société donne comme objet, qu'est-ce qu'il raconte en fait. En plus, est-ce qu'il faut toujours le donner? C'est aussi une question. Donc on revient sur cette question, finalement, le designer est-il là pour produire, concevoir des objets, ou est-il là pour concevoir, produire des services, ou concevoir, produire des applications informatiques qui vont changer la donne dans une situation humanitaire X ou Y? Et mon interrogation reste quand même... Comment se fait-il que des ONG avec des forces de frappe quand même relativement conséquentes, comment se fait-il que des bailleurs de fonds, comment se fait-il que des fondations, à un moment, ne se tournent pas vers des designers en leur disant « Eh bien voilà, nous avons un problème spécifique avec un type de produit que nous sommes amenés à utiliser. Comment est-ce que vous pourriez adapter ou transformer ce produit ou ce service ou cette application pour répondre à notre besoin ?» Alors, il y a des gens dans la salle qui pourraient répondre. Enfin, je vais répondre de manière un peu dure. Le problème, c'est que le design n'est pas perçu par les médias comme un outil applicable à des questions comme celle-là. Aujourd'hui, on le voit comme un outil médiatique, de forme, d'entreprise. Voilà, on oublie que le designer, il est là pour concevoir des produits voilà, dans des contraintes. C'est-à-dire que, à la limite, la couche qui enrobe le mot designer, c'est pour ça que j'ai voulu l'évacuer avec cette idée de création industrielle, de créateur industriel, ce qui est écrit sur mon diplôme, hein, c'est pas, je ne l'invente pas. Il faut pouvoir la recadrer auprès des médias. Qu'est-ce que c'est notre métier? C'est quoi notre métier? Donc, je pose cette question-là, c'est quoi notre métier? Notre métier, à un moment donné, c'est de travailler avec des gens comme vous, d'aller au contact, d'aller sur le terrain, au contact, de la même manière que les médecins, à un moment donné, pour pouvoir avoir un vrai discours, pour avoir une vraie qualité, le font. Ils font leurs armes, ils font leur classe. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que pour le designer, aller dans des conditions d'exercice qui sont plus stringentes, puisque Antoine, à juste titre, dit qu'une situation d'urgence, c'est une situation où d'un seul coup, toutes les infrastructures disparaissent, le système qui fonctionnait d'un seul coup ne fonctionne plus. Eh bien, est-ce qu'en positionnant le designer dans des situations dans lesquelles il doit être dans des circonstances comme ça extrêmement stringentes, est-ce que ça ne va pas lui donner la possibilité de concevoir des produits, de concevoir des services, de concevoir des applications dans un contexte très frugal, et que par cette conception-là, eh bien, il va se donner la possibilité derrière de remonter la chaîne sur d'autres types de produits qui sont peut-être des produits de grande consommation hors de l'humanitaire. Que pensez-vous de cette position? Alors là, il y a beaucoup de choses. D'abord, je commencerai par la fin. J'ai dit tout à l'heure que le secteur humanitaire est un monde en soi. Donc oui, je réponds à la dernière question. Oui, c'est-à-dire que les produits dont on parle aujourd'hui, qui seraient destinés au monde humanitaire, ils sont évidemment destinés à tout le monde. Et assez bizarrement, je dirais que, ça fait 2 fois que j'utilise le mot bizarre, assez facilement, je dirais que c'est les bons produits de demain. Parce que, évidemment, si on respecte réellement les contraintes de terrain, c'est-à-dire que ce soit, on va dire, bon marché, de bonne qualité, avec un impact réduit sur l'environnement, développement durable et ainsi de suite, c'est pas le produit dont on rêve, finalement. Donc, arriver à faire quelque chose pour l'humanitaire, finalement,
Alors je vais faire une phrase simple. C'est à faire quelque chose pour l'humanité. Oui, je pense que, voilà, pour répondre sur cette partie-là. Sinon, pour revenir un tout petit peu... Vas-y. Juste pour aller plus loin, le terrain, il n'est pas immuable. Hein. C'est-à-dire que on est pays développé, jusqu'à combien de temps on est encore des pays développés? Enfin, je veux dire, voilà, pour aller dans le sens de... on peut se poser la question, voilà, il y a des endroits sismiques en France. Alors là, je précise ma pensée, je veux dire que... comment dire? Aujourd'hui, on utilise des produits développés pour le monde développé et on l'envoie dans le monde humanitaire, on va dire, dans le secteur humanitaire. Je serais tenté de dire que demain, on va développer des produits pour le monde humanitaire qu'on utilisera dans le monde développé. Donc, parce que de toute façon, si on arrive à trouver des solutions moins consommatrices d'énergie, moins ingérantes dans nos vies, je suis prêt à parier, et je ne prends pas de risque, que l'industriel qui fonctionnera avec nous dira « mais attendez, je vais le vendre à Paris, dans le Marais, rue Saint-Sabin ». Ouais. J'aimerais élargir un petit peu le problème, parce que finalement il ne s'agit pas que d'humanitaire, vous l'avez dit. Je pense que la question elle est plutôt dans un biais qu'ont les producteurs et les fabricants, qui consiste à penser que c'est le segment qui a les moyens de se payer le produit qui est le plus intéressant économiquement. Et vous citez un autre exemple, celui de l'électrification en Afrique. Où là, on n'est pas dans l'humanitaire, on peut être dans des pays qui sont parfaitement stables et qui ne connaissent pas de crise. Les technologies sont en place. Le photovoltaïque, ça marche très bien. Enfin, c'est des choses qu'on maîtrise parfaitement. Et pourtant, ça fait 20 ans et on n'a toujours pas une solution qui soit simple à utiliser, qui soit adaptée à ces consommateurs-là qui ne demandent qu'à acheter. Parce que quand on leur ramenait les téléphones portables, par exemple, ça faisait 100 ans qu'il n'y avait pas de téléphonie en Afrique. Et en 10 ans, on est arrivé à des taux d'équipement qui sont comparables à ceux de l'Europe. Donc la question, elle n'est pas du côté de l'acheteur. La question, elle est du côté du producteur. Du producteur ou du distributeur? Du producteur, en l'occurrence. Il n'y a juste pas de produit dans ce cas-là. Il faut quand même donc, se placer quelque part dans la carte du design. Il y a aujourd'hui une question qui se pose, c'est le design pour les 90%. Évidemment, nous allons quelque part... Nous, qui sommes intéressés par le design au service de l'humanitaire, nous allons quand même quelque part dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, le lien, ou s'il existe une frontière entre un design au service de l'humanitaire et le design pour les 90% de la population, je pense que je verrai assez rapidement que les solutions aillent pour les deux. C'est-à-dire que c'est la seule différence, on va dire, c'est qu'il y en a une qui est plutôt distribuée et l'autre qui serait vendue à bas coût, donc pas en Azerbaïdjan. Voilà, c'est-à-dire que ça va être très proche. Et donc, c'est probablement par ce biais-là que s'ouvre un marché qui est le marché de 90% de la population. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de niche. Même en restant dans l'humanitaire, si on reste dans la niche humanitaire, on intervient à peu près sur 2 milliards de personnes. Hein. Mais alors, est-ce qu'il y aurait un marché pour l'humanitaire, c'est-à-dire un marché pour les produits humanitaires, un produit qui serait développé et qui pourrait être ensuite proposé à plusieurs ONG? Absolument. De toute façon, la solution est là. Bon, j'ai un peu de mal à parler à la place des humanitaires, donc je parle sous votre contrôle, mais le monde humanitaire évolue. Le monde humanitaire évolue parce qu'on commence à parler de projets interagences, on commence à essayer de parler de coordination. C'est quelque chose qui est assez compliqué. On commence à s'ouvrir. Alors en France, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un peu plus sensible. Mais on commence à parler d'entreprise, ce qui n'est pas un terme très facile dans le monde humanitaire. Et de toute façon, voilà, comme le dit Jérôme, en effet, on est dans une tendance à la professionnalisation. Donc il y a toute une série de mots qui sont peut-être liés à notre image de l'humanitaire qui sont en train de disparaître. Une autre évolution, c'est aussi le basculement dans un humanitaire d'accompagnement, je dirais plus. Là, je parle vraiment sous votre contrôle, messieurs de l'humanitaire, c'est qu'il y a des pays dans lesquels le fait de distribuer, en fait, on a changé de stratégie, on ne distribue plus de produits, on donne des bons d'achat.
Parce que pour laisser, il y a cette relation. Il faut savoir que quand on devient bénéficiaire, on devient dépendant de quelqu'un. Et on devient dépendant de la prescription de cette personne. Donc il y a un jeu de relations qui est quand même assez complexe et, on va dire, désagréable quand même si on est content d'être aidé, on est quand même dans une situation de dépendance vis-à-vis de quelqu'un. Donc il y a des politiques qui changent. Aujourd'hui, plutôt que de donner une bassine à quelqu'un, un lit, des produits alimentaires, on va lui donner des bons pour pouvoir en acheter. Donc on peut dire qu'il y a un marché de l'humanitaire qui s'ouvre en tant que vraiment marché. Aujourd'hui, il est en grande partie, et là pareil, n'hésitez pas à hurler, il est en grande partie comblé, alors je vais être un peu dans la caricature, par les poubelles de la Chine. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec, une fois de plus, un seau, puisqu'on a besoin de seaux pour transporter de l'eau, mais pareil, un peu dans la caricature, de la pire qualité, avec les pires matériaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Peut-être que là, en effet, il y a un marché à conquérir, à voir si les ONG seraient prêtes. Alors, il y a des statuts différents. Alors, on sort du monde humanitaire, on sort du monde du design. Il y a des principes de statut de société qui pourraient permettre ça. Il y a des choses qui s'appellent la SKIC, qui est une espèce de coopérative un peu particulière. Il y a des aventures en Californie de sociétés à statut mixte, lucratif, non lucratif. Comment travailler là-dedans? Mais si on regarde bien, de toute façon, toutes ces questions ramènent à quelque chose qui pourrait être dépassé totalement la question d'aujourd'hui. C'est une forme de nouveau capitalisme social, sociétal, quelque chose qui est une autre relation aussi, puisque justement, comment laisser plus de liberté, comment on crée un marché, voilà, il y a plein de questions qui se posent, mais là, on dépasse totalement notre table ronde aujourd'hui. Et on en apporte plusieurs. C'est du développement. Oui, pas tant que ça, parce que je citais les architectes de l'urgence qui avaient fait un travail à Haïti assez impressionnant. Au moins, ils ont essayé de mettre en place des systèmes où celui qui construit est rémunéré, construit la maison de la famille d'à côté, qui construit la maison de la famille d'à côté. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'arriver et juste injecter de l'argent, on injecte de l'argent dans des humains, dans des systèmes, dans un respect. Du coup, on ne va pas casser la maison du premier. Enfin, il y a tout un travail comme ça d'intégration sociale de la reconstruction ou de l'objet que l'on amène, qui pour moi est fondamental. Alors, c'est compréhensible par rapport à l'architecture. Essayons de le mettre en perspective sur le produit. Oui, voilà. Oui. Sur le système. Pour le coup, pour moi, il n'y a pas de différence entre l'architecture et le design dans cette question. On est là, prenons-le dans le terme conception, et je pense qu'on est tout à fait dans la même veine. Je fais juste une petite parenthèse. Je n'avais pas remarqué, juste devant mes yeux, donc je ne sais pas si vous voyez autour de moi, donc sur les murs, il y a des dates, et juste en face de nous, il y a référence pour l'année 2006 à Muhammad Younous, qui a reçu le prix Nobel pour les microcrédits. Sa démarche, elle est humanitaire ou pas? C'est peut-être ça la question. Et là, on parle de finances. Alors, ça fait un petit bout de temps que j'ai envie d'intervenir. Donc je pense que tout en étant un grand enthousiaste pour les travaux de Muhammad Younous, tout en étant un grand enthousiaste pour les perspectives qui s'ouvrent dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et de la construction d'un capitalisme plus humain, je pense qu'il y aura toujours un secteur humanitaire en tant que tel, parce qu'il y aura toujours des catastrophes qu'on ne pourra pas prévoir, qui détruiront les infrastructures, qui détruiront la capacité des populations locales à réagir, et qui, du coup, fondamentalement, nécessiteront une intervention solidaire. Et c'est ça la nature de l'humanitaire d'urgence. Donc je pense qu'il y a quand même deux domaines assez différents, même si, certainement, il y a des inspirations qui peuvent aller se chercher d'un côté et de l'autre. Oui, en fait, à vous entendre, on a l'impression, comme le dit Antoine, qu'il y a une vraie cartographie de l'humanitaire avec des situations d'intervention très différenciées et avec des types de produits à concevoir qui sont très différenciés. La conception étant pour certains cas de l'ordre du produit et d'autres cas de l'ordre du service et dans des contextes très très différents. Tout à l'heure, le mot qualité a été employé. La qualité, c'est toute la clé de voûte du système. Parce que
La sous-qualité, c'est hors de question. On ne va pas baisser les coûts au point d'avoir des produits de qualité médiocre qu'on distribuerait parce que ce sont des pauvres gens dans des pays en développement. Évidemment non. Par contre, évidemment, la surqualité, ça a un coût qui limite la capacité opérationnelle des humanitaires. Plus ça coûte cher, moins on peut traiter de personnes, bien évidemment. Et donc, la définition de la qualité d'un produit, justement, se pose, c'est le challenge du design en interface entre les producteurs industriels et les humanitaires utilisateurs des produits. Mais alors, si on pose la question aux différentes personnes qui sont autour de la table, quel est pour vous aujourd'hui le produit ou le service ou l'application à destination humanitaire qui soit très bien conçu du point de vue du design? En fait, je préférais ne pas répondre à cette question. Moi, j'en connais qu'un. En tout cas, non, je préfère pas répondre, parce que c'est une question assez dire. Je pense qu'il y en a évidemment d'autres, mais il y en a un qui est reconnu par tout le monde, j'ai l'impression. C'est un seau qui a été développé pour ou par Oxfam, qui, quand on l'étudie, a toute une série de propriétés particulières. Et si je comprends bien, et c'est pas mon avis, hein, c'est-à-dire que c'est le constat que je fais de par mes conversations. Quand on parle de ce seau, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est bien et qu'il a été conçu. Il y a beaucoup d'autres choses. Malheureusement, dans mes études sur le sujet, parce que je me suis quand même intéressé à savoir ce qui avait déjà été fait, j'ai tendance à dire qu'il y a beaucoup plus de produits humanitaires entre le MoMA et le Centre Georges Pompidou que sur le terrain. Mais ça, en fait, ce n'est pas la faute des designers, c'est pas non plus la faute des humanitaires, c'est parce qu'il n'y a pas de lien entre eux. Et donc, le designer, de son côté, a tendance à avoir des bonnes idées à la limite de l'inventeur, je dirais, qu'il veut proposer. Et d'un autre côté, l'humanitaire, on l'a dit un peu tout à l'heure, n'a pas de raison d'aller vers le designer. Il ne connaît pas ce métier, en fait. Il sait pas ce que ça fait. Donc, il ne faut pas le blâmer. C'est-à-dire que, voilà... Mais le designer ne pourrait pas être chef d'entreprise et développer son entreprise avec des produits qu'il irait ensuite vendre à des associations, des ONG, des bailleurs de fonds? Alors, c'est une question personnelle, je dirais, dans le sens où j'ai l'impression que c'est vraiment une question pour moi. Il y a des entreprises qui ont tenté ça très récemment en France. Je pense que ce n'est pas la vocation du designer de devenir entrepreneur industriel dans le sens de faire un producteur, d'être un producteur. Et donc, non, le designer a vocation à être un accompagnateur, un consultant, et à rester dans sa place, c'est-à-dire de vendre un service intellectuel. Ce qui n'empêche que, pour revenir à une chose qu'on disait tout à l'heure, qu'il peut très bien s'entourer. Et je pense que c'est de là où il faut partir, c'est-à-dire qu'il doit s'entourer de toutes les spécialités dont il a besoin pour amener son projet à terme. C'est-à-dire que oui, il faut l'accompagner financièrement et il faut qu'il soit accompagné, qu'il puisse atteindre lui-même toutes ses compétences. Ça serait bien, mais s'il s'occupe de ça, quand est-ce qu'il s'occupe du design? Et là, j'en suis donc financement, juridique. Juste une petite question, on a parlé tout à l'heure de qui est le client, qui est le consommateur, qui paye, voilà. Parlons de conception et de droit industriel. On se retrouve entre une ONG qui veut un produit, qui connaît les besoins de terrain, un transporteur qui met des contraintes parce que lui, il sait comment on transporte, un industriel qui va produire, et encore, regardez, on parle de Nutricet, l'industriel là-dedans, c'est qui? Nutricet, il produit une pâte alimentaire, il demande d'intervenir sur son emballage qui est fabriqué par quelqu'un d'autre. Son emballage, il utilise un matériau.
on peut imaginer que ce matériau devient de quelqu'un d'autre. Je pense que vous m'avez compris, on peut aller très très loin. Ces gens-là vont mettre des compétences ensemble. À la fin, ça va donner la bonne solution. Cette bonne solution, elle appartient à qui? Elle appartient au designer? Ben non, je ne pense pas. En tout cas, pas entièrement. Elle appartient à celui qui a payé, le bailleur de fonds, quelque part, je ne sais pas où, à New York, par exemple, qui aurait juste mis de l'argent. Pourquoi il n'appartiendrait pas au bénéficiaire, qui finalement a le besoin, l'a exprimé? Donc, on se retrouve encore dans un vide, et une fois de plus, là, on est dans un design juridique. Donc, on avance, et je pense, là c'est vraiment mon avis personnel, je pense qu'une des raisons pour lesquelles, en fait, jusqu'à aujourd'hui, il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres agences de design au service de l'humanitaire, c'est que ça ne donne vraiment pas envie de s'attaquer à cette montagne. Et voilà, il fallait que quelqu'un le fasse. Donc, c'est une énorme difficulté à chaque pas, et c'est vrai que je pense que la seule réponse, c'est il faut faire, parce que quand ça sera fait une fois, ça aussi, ça sera répétitif. De la même façon que les produits qu'on est censé développer doivent servir dans le monde entier, je pense que quand une fois la boucle sera accomplie, une deuxième fois, une troisième fois, que ça paraîtra tout à fait naturel. Et on aura même des services. Il y aura des juristes spécialisés dans le design humanitaire. Il y aura, et voilà. Et ça va. Alors, il faut lancer la machine. Pour compléter ou pour rebondir sur la question de Antoine, est-ce que finalement des agences de design spécialisées dans l'humanitaire, il y en aurait peu en France, mais est-ce qu'il y en a plus dans d'autres pays? Deuxième question, est-ce qu'une agence de design doit être spécialisée dans le domaine humanitaire, ou bien est-ce que l'humanitaire est un terrain d'intervention pour une agence de design généraliste? Après tout, il suffirait d'être une bonne agence de design et on saurait prendre en compte les spécificités de l'humanitaire. Je suis désolé, c'est encore moi qui réponds, mais il semblerait, je mets beaucoup qu'on soit les seuls dans le monde. C'est-à-dire que des agences spécialisées uniquement dans le monde humanitaire, ça n'existe pas. Et je pensais même qu'il n'y avait pas d'ONG, je dois m'en excuser auprès d'eux. Il existe une ONG qui s'appelle Design Without Borders, qui est suédoise. Donc ça serait notre unique concurrent, je ne sais même pas, parce qu'une ONG n'a pas du tout la même démarche. Une ONG, elle est en partie subventionnée, elle ne fonctionne pas dans les mêmes rapports avec les gens. Donc, si on parle d'agence de design au service de l'humanitaire, il semblerait, jusqu'à ce jour, donc depuis à peu près 2 ou 3 ans, qu'on soit toujours les seuls. Je n'ai encore jamais entendu personne prétendre l'être. Donc, mais je suis ouvert, hein.